Disparition, enlèvement et meurtre d'enfants. Après les mesures prises par le gouvernement, les parents adoptent de nouveaux réflexes pour protéger leurs enfants. On en parle ce soir. Pour l'éphéméride, l'on s'arrêtera sur le 16 mars 1978. Ce jour-là, un pétrolier américain s'échoue sur les côtes du Finistère, déversant 220 000 tonnes de pétrole brut. Bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition. On en reparle encore ce soir, le phénomène de disparition d'enfants, d'enlèvement et meurtre d'enfants. Après les mesures prises par le gouvernement, les parents adoptent de nouveaux réflexes pour protéger leurs enfants. Quels sont-ils et surtout, sont-ils efficaces? Les réponses avec notre reporter qui, je le précise, est tombé sur un cas d'enfant retrouvé et conduit au commissariat. Pagarsoro connaît. Commune d'Abobo, quartier avocatier Locos Road. Dans cette cour, ces enfants, comme à leur habitude, jouent ensemble. Mais depuis quelques jours, ils constatent l'absence de leur camarade Melvin, âgée de 3 ans. Mais alors, où est-elle passée? Pour le savoir, nous nous rendons chez ses parents. Là, nous la retrouvons toute seule avec ses jouets. C'est que depuis que sévit le phénomène d'enlèvement d'enfants, ses parents ont pris d'autres mesures. Avant, les enfants étaient laissés pour compte. Quand nous ne sommes pas là, bon, ils sont livrés à eux-mêmes dans la cour, ils s'amusent. Mais depuis que cette histoire est arrivée, il faut dire que vraiment, l'enfant ne sort plus comme ça. Quand elle sort, elle est accompagnée d'un parent. Maintenant, elle ne joue plus dans la cour, elle joue dans la maison ici. Concernant celui qui va à l'école, le matin, comme il y a d'autres enfants ici, ils vont en groupe. Mais quand il s'agit de 17h seulement, on va le chercher. Des mesures qui, si elles sont respectées par tous les parents, pourrait selon lui considérablement réduire ce phénomène d'enlèvement d'enfants. Si moi-même je dois aller acheter quelque chose à la boutique pour revenir chez moi à la maison, ça ne me coûte rien que d'envoyer mon enfant. Et puis sur la route, on va l'interpeller, on va le prendre, ils vont partir avec lui. Vraiment, c'est des choses que vraiment on ne peut plus faire. On ne dit pas que ça va forcément éradiquer la chose, mais ça va diminuer. Des mesures auxquelles adhèrent de nombreux parents. Aujourd'hui, un voisin qui se présente à l'école, on habite la même cour, suffit que l'enfant l'index vous dit, c'est le voisin. On va avec lui. Donc si les parents ont pris cette décision, moi je crois bien que ce sont de très bonnes décisions. Je décide d'accompagner ma fille à l'école tous les jours. Et puis je finis, je viens vendre au bord. À midi, moi la chercher aussi. Et puis je viens, on est ici. Elle va faire la journée ici. Et puis à 23h, on sera à la maison. Elle ne peut pas étudier parce qu'il n'y a personne à la maison. En tout cas, ça me fatigue même. En plein échange, nous sommes accostés par une femme d'environ 45 ans. Son souci, la petite qu'elle tient en main n'est ni sa fille, ni sa nièce, encore moins son parent. La petite Regina, 3 ans, c'est d'elle qu'il s'agit, ne retrouve plus le chemin de la maison. Comment ta maman s'appelle? Maman Vito. Et ton papa? Et maman Chad. T'habites où? Ah bon, maman. Où maman j'ai travaillé? Moi, je suis de passage. Je suis venue voir ma tante et je l'ai manqué. En sortant de la cour, l'enfant s'est jeté sur moi, tout en pleurant, que de l'accompagner chez sa maman. Et moi aussi, comme je suis étranger ici, j'ai commencé à me renseigner un peu partout. Personne ne connaît l'enfant. Donc, en tant qu'une mère, je ne peux pas aussi la laisser et puis partir. C'est ainsi que nous sommes arrivés ici. Dans les échanges, un jeune de 15 ans en classe de 4e, habitant le quartier, la reconnaît. Selon lui, les parents de Regina étaient ses voisins. Mon père est maçon, il est même venu travailler chez nous avec elle. Ils ont même logé chez nous. Récemment, je les ai croisés, elle avec sa mère. Ils sont quittés chez nous, ils ne nous ont pas dit où ils habitent. Ne connaissant pas le nouveau domicile de la famille de Regina, il décide de nous conduire dans le quartier où sa mère et lui s'étaient rencontrés. Une fois arrivés, Marie présente la petite Regina au riverain. Il me dit, il y a une jeune fille qui me dit qu'elle reconnaît l'enfant vers le grand. C'est ainsi que je suis descendue avec elle. Malheureusement, elle n'est connue de personne. Les choses se compliquent. Nobel décide alors d'appeler son père pour qui le géniteur de Regina avait travaillé. Objectif, récupérer son contact. Maman m'a envoyé chez le boutiquier à Noah. En venant, j'ai trouvé Regina, la fille de tonton Charles qui est venue à la maison. Est-ce qu'elle n'a pas le numéro de son père? Oui, elle est perdue. Après quelques moments au téléphone, le père du jeune Nobel souhaite communiquer avec nous. Bonsoir monsieur, comment allez-vous? À l'issue de notre conversation, le vœu du père de Nobel conduire la petite Regina chez lui. Non, avons-nous rétorqué.
Nous lui demandons de se rendre au commissariat du quartier où la petite Regina sera confiée aux autorités policières. Direction donc le commissariat du 32e arrondissement où la fillette est reçue par le commissaire Zoku Josué. Merci Koné Pagassoro. La ville de Biancouma, méconnaissable, une violente tornade s'est abattue le 12 mars dernier sur cette localité située dans la région du Tonkui. Plusieurs domiciles, administrations, des établissements scolaires et le grand marché ont tous subi d'énormes préjudices matériels. Le point avec Eve Boué du service régional de l'RTI. Le lundi 12 mars dernier, dans l'après-midi, une violente tornade s'abat sur la ville de Biancouma, localité située dans la région du Tonkui à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Bilan d'importants dégâts matériels. Plusieurs édifices publics, privés et des habitations se retrouvent sans toiture et sont inondés. L'un des secteurs les plus touchés, l'éducation. Les bureaux de l'inspection de l'enseignement primaire et des bâtiments de plusieurs écoles sont décoiffés. Les PP Biancouma 1 et 2, l'EPP Blangouin, l'EPP Vesoul. Et justement, à l'EPP Vesoul, il y a eu plus de peur que de mal. La toiture derrière moi s'est envolée. La maîtresse était dans les élèves. Et moi, je craignais. Donc, j'ai entrouvert un peu la porte et j'ai regardé un peu pour voir ce qui se passait. Et puis, le plafond derrière moi, vous voyez le bois, c'est descendu et ça a condamné la porte. Maintenant que la tempête a diminué un peu, la maîtresse voulait sortir, les gens voulaient s'abriter dans le nouveau bâtiment. Et là, c'était compliqué. Je sentais qu'elle poussait la porte, mais elle n'arrivait pas. C'est ainsi que je suis rentré sous la pluie, aller soulever pour qu'elle puisse ouvrir la porte et sortir les enfants. Plusieurs centaines d'élèves sans classe, il faut donc parer au plus urgent. Les mesures immédiates qui ont été prises, il faut organiser la double vacation. Ce qui est vraiment, véritablement difficile parce que les enfants qui sont déjà une centaine par classe, en ce qui concerne ces groupes scolaires, il s'agit des centres d'examen et de correction. Nous lançons un appel pour avoir des mesures d'urgence pour que l'examen se passe bien. Autre endroit défiguré par la tornade, le centre d'alphabétisation et de couture Amélie Fristel. Quant à la préfecture, elle est complètement inondée suite à une partie de sa toiture enlevée. Presque tous les bureaux, y compris celui du préfet, sont hors d'usage. Le circuit du SIGFIP, système de gestion des finances publiques, est même endommagé. L'ANADER, Agence nationale de développement rural, la poste de Biancouma, le district sanitaire et le médico-scolaire, des édifices religieux et le grand marché ont tous fait les frais de cette violente tornade. Plusieurs habitations, dont la résidence du maire, ont vu leur toiture arrachée et emportée. Le vent était tellement puissant que mon toit s'est soulevé à plusieurs reprises avant d'être emporté et terminer sa course dans un ravin. Je suis vieux, je n'ai plus de moyens pour réparer. Le maire, qui a fait le tour de la ville pour mesurer l'ampleur des dégâts et rendu visite à des familles sinistrées, lance un appel à la solidarité. Vraiment, c'est un SOS que nous lançons en ce jour. Parce qu'il faut le dire, les services n'ont pas les moyens pour pouvoir parvenir à la réparation des dégâts. En attendant que l'appel trouve un écho favorable, les habitants de Biancouma essaient de réparer et de récupérer ce qu'ils peuvent. Et on poursuit en bref. L'hôpital Mère-Enfant a ouvert ses portes ce vendredi à Bingéville. Ce projet de la fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara a été lancé en juin 2013. L'infrastructure est bâtie sur une superficie de 16 300 m² et a une capacité de 130 lits pour un coût total estimé à 25 milliards de francs CFA, construction et équipement y compris. L'hôpital Mère-Enfant est une structure privée avec une mission de service public à but non lucratif. 475 agents y travailleront. Hors de chez nous, l'ancien président sud-africain Jacob Zuma sera poursuivi pour corruption. Jacob Zuma, 75 ans, est soupçonné d'avoir touché des pots de vin pour un contrat d'armement de 4,2 milliards d'euros signé en 1999 avec plusieurs entreprises étrangères, dont la française Thales. Jacob Zuma était alors vice-président de l'Afrique du Sud. En bref, toujours une réunion UE-Afrique s'est tenue ce vendredi à Niamey au Niger. Les ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères des pays du Sahel et des pays européens ont discuté de la lutte contre les réseaux de passeurs de migrants. Il s'agissait de s'attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière.
En bref, encore, en France, ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes diplômés qui plaquent leur emploi pour se lancer dans l'artisanat. Une chargée de communication qui devient ébéniste, un sommelier reconverti en plombier, des activités manuelles pour remettre les rapports humains au centre d'un univers professionnel. Et puis c'était en 1978, un 16 mars, un pétrolier américain s'échoue à 2 km des côtes du Finistère. Ce jour-là, l'Amoco Cadiz déverse la totalité de sa cargaison de pétrole. 40 ans après, à Port-Salle, la marée noire provoquée par le naufrage de l'Amoco Cadiz est encore dans tous les esprits, comme sur les murs de ce restaurant. À l'époque, Jean-Yves Létard a 13 ans. Et face à la catastrophe, avec ses copains, il décide de se mobiliser. On a été récupérer des oiseaux pour les envoyer dans les cliniques, pour essayer de sauver le maximum de ce qu'on pouvait faire. On a essayé de faire ce qu'on pouvait. On allait en vélo, on faisait 3 km, on revenait, on reprenait des oiseaux. On se faisait engueuler avec nos parents parce qu'on était plein de mazout. Donc on se faisait engueuler parce que nos vêtements étaient foutus pratiquement. Et donc voilà, tout ce qu'on pouvait faire, on le faisait. Pendant des jours, l'Amoco Cadiz crache ses 220 000 tonnes de brut sur le littoral breton. Très vite, des centaines de volontaires affluent des 4 coins de France et même de Belgique. Mais les premiers mobilisés pour le nettoyage sont les agriculteurs du secteur. Pendant 3 jours, Jean-Yves Pelaine a pompé le mazout à l'aide de sa tonne à lisier, seul matériel adapté. S'il n'y avait pas eu les agriculteurs, je ne sais pas comment on aurait fait. Là, franchement, c'est pas pour se vanter. Mais sans eux, ça aurait été dur. Le monde paysan et le monde marin, bon, c'est un peu l'âme, mais un peu la même. Il y a une solidarité qui reste. Une solidarité qui s'illustre dans le combat judiciaire mené par les élus. Dès septembre 1978, 92 communes du Finistère et des Côtes-d'Armor se rassemblent pour attaquer à Chicago la Standard Oil of Indiana, géant mondial du pétrole et maison mère de l'Amoco Cadiz. C'était un peu naïf, comme on disait, quoi. Quand on voit face à qui on était. Et moi, je dirais qu'une des grandes victoires, là, ça a été qu'ils sont partis main dans la main et sans faille jusqu'à la fin. Et la persévérance a payé. Après 14 années de lutte, la Standard Oil of Indiana est reconnue seule responsable de la catastrophe par la justice américaine. Elle doit verser l'équivalent de 34 millions d'euros aux communes bretonnes et 160 millions à l'État français. Une première qui restera dans l'histoire. Le principe de pollueur-payeur voit enfin le jour. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.